l'agrément. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas les viticulteurs qui sont devenus complètement fous, c'est que vous leur avez... Ah non, les viticulteurs, ils n'ont pas goûté ça. Mais ça, ils ne l'ont pas goûté dans ma cave. Mais il y a plein d'autres cuves qui ne goûtent pas dans les autres caves. Vous êtes un peu payé de leur tête, là, hein, ouais, pour parler gentiment. Moi, j'aime assez ça. Aujourd'hui, l'agrément n'est plus une garantie. Mauvais contrôle, sélection insuffisante, c'est un nivellement par le bas. Pire, les critères de sélection éliminent parfois les meilleurs. C'est la mésaventure de Jacques Iblot, producteur de Montlouis. Cette année, son mousseux n'a pas eu le label, il ne vaut plus rien. C'est 400 000 francs de perdu. Le vin devient un vin mousseux de qualité qui vaut 2,50 francs le litre en vrac. Alors que normalement, vous le vendez alors que normalement, on vend la bouteille aux environs de 40 francs. Et pourtant, Jacques Iblot est un producteur bien noté dans les guides. Son mousseux déclassé a même été distingué cette année par une revue spécialisée. Voici certains de ses meilleurs clients, 3 sommeliers de grands restaurants et un caviste. Ils goûtent le vin incriminé pour la première fois et ils ne trouvent rien à redire. C'est bien. On est sur les arômes de pommes vertes et tout, là, vraiment. C'est vif, hein, vif, hein. Oui. Très vif. Ouais. Très très léger. Très agréable. Toujours assez peu dosé, en fait. Alors, que lui a-t-on reproché à l'agrément? Tout simplement d'être trop original. Dans la région, la plupart des vignerons font fermenter le vin en cuve. Jacques Iblot avait choisi les fûts en bois, pas assez typique de l'appellation, lui a-t-on dit. On ne peut pas, sous le critère de la... Pour entrer dans la typicité, obliger les gens à passer par la loi du plus grand nombre, s'inscrire dans le gros du peloton et faire des choses qui sont complètement standardisées à l'arrivée. Je veux dire, on peut trouver son identité, sa personnalité. Aujourd'hui, de nombreux viticulteurs demandent que l'on réforme le système. Il y a urgence, car en attendant, le consommateur est complètement perdu. Au fait, et cette bouteille pour ce soir, vous ne l'avez toujours pas trouvée? Pourtant, ça fait déjà plus de 19 minutes que vous êtes dans le rayon. Voilà, et à noter que la bouteille le vin de Pierre Vert qu'on voyait au début de ce reportage et qui avait raté l'examen, depuis, l'a réussi. Il sera le mois prochain classé AOC. Le stress de la notation, on l'a vu pour les viticulteurs. Vous le vivez aussi, Bernard Loiseau, avec les étoiles du Michelin chaque année au moment où l'étoile arrive. Je vous en parle pas, c'est incroyable. Si vous voyez, moi, mon rêve, c'était d'avoir 3 étoiles. Donc, je les ai eues en 91, mais maintenant, le plus dur commence. C'est-à-dire qu'on est remis en cause tous les ans. Si vous saviez, au mois de février, on commence à claquer dans les dents. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va la garder? Est-ce qu'on va la perdre? Donc, il y a une remise en question permanente. Et vous savez que c'est extraordinaire d'avoir une carotte au bout. Parce que ce guide Michelin, mais c'est fabuleux. Je dis franchement que c'est important parce que ça nous pousse sans arrêt à faire la qualité. Vous repérez les inspecteurs, vous les devinez quand ils sont... Non. Je vous dis honnêtement, monsieur Negelen, le directeur, on le connaît, hein, puisqu'il passe à la télé quand le guide sort tous les ans, donc il le sait, vous inquiétez pas. Mais autrement, les inspecteurs viennent, ils payent leur addition, ils s'en vont, vous les avez jamais repérés. C'est incognito, il n'y a pas de Si problème. jamais vous perdez votre étoile, votre 3e étoile, ce qu'évidemment nous ne vous souhaitons pas, la conséquence? Alors la conséquence, à mon avis, au moins 40% de chute de chiffre d'affaires. 40%. C'est qui est considérable. Et quand vous êtes passé de la 2e à la 3e? Alors on a augmenté le chiffre d'affaires 60%. Et pas dans les conditions faciles, puisque c'était en 91, au début de la crise. Donc on voit bien, la conséquence. Pour revenir au vin, quelle est la bouteille la plus chère aujourd'hui sur votre carte? Alors chez moi, c'est une Romanée Conti aux alentours de 20 000 francs la bouteille. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez que la Romanée Conti, on ne peut pas l'acheter en bouteille. Il faut acheter une caisse. Et dans cette caisse, il y a tous ces grands vins nobles de ce domaine de la Romanée Conti, qui sont la Tâche, le Richebourg, le Grand Échezeau, le Von Romané, tout ça. Et dedans, il y a une bouteille de Romanée Conti. Donc c'est un prix énorme. Dans la caisse, il y a une c'est ce que je viens de vous dire, la Tâche, le Richebourg. C'est ça. Une seule bouteille de Romanée Conti. D'accord, et les autres sont des autres. Voilà. Et 20 000 francs, vous en vendez une tous les combien? En moyenne, on doit en vendre 2 par an. 2 par an. 2 par an. À des, des Français. Il y a l'Asie, par exemple. Bon, moi, je suis très connu au Japon, puisque j'avais une affaire là-bas, et donc on a beaucoup de Japonais qui viennent ici. Ça nous arrive d'en vendre aux Japonais, puis même un Français, pourquoi pas. Aujourd'hui, on voit qu'on peut acheter des vins dans les foires aux vins, dans les hypermarchés, qu'il y a souvent de bonnes affaires à faire. Vous confirmez ça? Alors, je le confirme pour le Bordeaux. Parce que si vous préférez, je vais expliquer, il y a une énorme différence entre le Bordeaux et le Bourgogne. C'est qu'aujourd'hui, prenons un vin au hasard, le château Pavie par exemple. Bon, il n'y a qu'un seul propriétaire qui fait du château Pavie. Donc, il n'y a pas de problème. Si l'année il a fait beau, le vin est bon. S'il a plu, il est moyen. Bon. Et puis d'un seul coup, un grand hyper, il peut en acheter, lui, 50, 100 000 bouteilles. Et là, il va avoir un prix. À ce moment-là, il y a une affaire à faire. Tandis qu'en Bourgogne, tous les grands vignerons qui sont autour de moi, qu'on est sans arrêt à la recherche de ça, on a déjà du mal, nous, à obtenir 48 bouteilles. On est tout le temps en train de pleurer pour trouver du vin. Donc cela, il n'y a pas de possibilité de faire des affaires. Sans compter qu'il est plus difficile de choisir un Bourgogne qu'un Bordeaux. Ah oui, beaucoup plus difficile. Par exemple, en Bordeaux, un château Pavie, il y a un seul et unique propriétaire qui fait le château.
château Pavie, donc pas de problème. Tandis qu'en Bourgogne, on va prendre par exemple Volnay ou Pommard, peu importe. Il y a 50, 60 vignerons. Mais là, pour découvrir le meilleur talent, et ça, c'est le nom du propriétaire qui est le plus important. Et là, comment vous faites? Vous avez les moyens de le savoir? Ah bah là, attendez, nous on est sur le terrain déjà, je suis en Bourgogne, donc ça je connais tout par cœur. Mais si vous préférez, c'est pour le consommateur. Alors là, le consommateur, il est perdu, lui. Il est un peu perdu. Alors maintenant, comment il s'y retrouve? Eh ben, il s'y retrouve avec ces merveilleux guides qui sont le guide Achète des vins, il y a le guide Goemio des vins, enfin il y en a plein, où il commence à noter avec les noms des propriétaires et ils sont jugés. Et puis nous, dans nos restaurants, aujourd'hui, maintenant, on marque le nom du propriétaire à côté du vin. Par exemple, boire un Gevrey-Chambertin sans connaître le nom du propriétaire, ça m'intéresse pas, c'est le nom du propriétaire que je veux savoir. Alors ça s'instaure, un commentaire entre le sommelier et le sommelier et le client, et à partir de là, on peut rentrer chez ces gens-là. Alors nous allons maintenant passer du vin aux tomates. C'est le fruit et légume le plus consommé en France. Nous en mangeons aujourd'hui 2 fois plus qu'il y a 20 ans. Alors que c'est un produit saisonnier, surtout à cette époque-ci de l'année, nous en mangeons beaucoup. Comment se fait-il qu'à n'importe quelle époque de l'année, nous puissions trouver des tomates sur les marchés ou dans les hypermarchés? Comment les producteurs français s'organisent-ils? Les nouvelles méthodes de production ont-elles modifié le goût des tomates? C'est un reportage de Mathieu Schwartz et Patrick Wurstorm. Saint-Laurent-des-Gouzes, en Camargue. Les serres de la société Soprema, 6000 tonnes de tomates cultivées sous verre, un site de production qui a des allures d'usine. Pourtant, en Camargue, la terre est argileuse, pas du tout favorable à la culture de tomates. Mais pour Jean-Louis Roland, responsable de la production, cela n'a aucune importance. Ici, voilà 15 ans que les tomates ne poussent plus dans les champs, elles mûrissent dans les serres et les plantes ne sont jamais en contact avec le sol. Les tomates prennent racine dans ces grands sacs blancs. Là, ces tomates poussent dans ce qu'on appelle un substrat. En l'occurrence, c'est de la laine de roche. La laine de roche, c'est ce qu'on met pour isoler les toits ou les maisons, la laine de roche est également un matériau qui est très utilisé pour l'isolation thermique. Et comment elles se nourrissent, les elles tomates? sont nourries par un système de goutte à goutte. Vous voyez ici les goutteurs avec des pics. L'avantage de la tomate sous perfusion, c'est qu'on peut maîtriser son alimentation. À chaque pied, on donne juste ce qu'il faut en eau et en engrais. La température, elle aussi, est scrupuleusement contrôlée. 8 mois par an, les rangs de tomates sont chauffés par ces tuyaux, à qui on a d'ailleurs trouvé une seconde utilisation. Ce qu'on appelle une épingle de chauffage, et qui en même temps nous sert de rail pour les chariots qui servent à la récolte, et également pour le personnel qui s'occupe de l'entretien des plantes. Donc vous roulez sur le chauffage, en fait, c'est vous... Oui, oui. Ce sont des chariots électriques alimentés par des batteries. Dans la serre, tout est calculé pour améliorer la productivité. L'eau, l'engrais, le chauffage et même la fécondation. Dans chacun de ces cartons, il y a une centaine de bourdons qui servent à transporter le pollen et féconder les fleurs de tomates. Sans eux, 20% des fruits seraient à jeter. Mais là encore, leur travail est sévèrement contrôlé. Chaque boîte a 2 portes d'entrée. Quand on ouvre celle de droite, les bourdons peuvent entrer et sortir. Quand on ouvre celle de gauche, les bourdons ne peuvent que rentrer. C'est ce qui permet de limiter leur nombre dans la serre. Si on veut réduire les populations de bourdons pour diminuer la pollinisation, elle peut être à certains moments trop importante, on fait rentrer les bourdons à l'intérieur de la ruche et on les laisse pendant une demi-journée, une journée à l'intérieur. Et après, on ouvre le second trou et là, les bourdons peuvent ressortir. Dans la série des petites bêtes, il y a aussi les Macrolophus. Ces bestioles sont chargées de manger les parasites. Elles coûtent 60 centimes pièce et il en faut plusieurs milliers par serre. C'est plus cher que les pesticides, mais aujourd'hui, plus c'est écologique, mieux ça se vend. Il y a une demande qui vient de la part du consommateur, qui est transmise par nos clients, qui sont donc les centrales d'achat, les grossistes, les commerçants, qui veulent se sécuriser, qui veulent de plus en plus un produit qui est sain. C'est-à-dire que la tomate qu'on achetait avant était... Il y avait forcément des pesticides dessus, plus que maintenant, puisque maintenant les insecticides, on n'en met quasiment plus. Avec tant d'attention, les tomates n'ont plus grand-chose à voir avec celles qui poussent dans votre jardin. Chaque pied est long de plus de 9 mètres et produit 25 kg de tomates par an, au moins 3 fois plus qu'en milieu naturel. Dans cette serre, on ramasse la tomate à la mode, la tomate grappe. Elle demande un peu plus de soin, mais elle se vend mieux. Je pense que ce qui plaît à notre tomate grappe, c'est le fait qu'on les achète avec toute la rafle, comme on dit, les pédoncules. Ça fait une présentation sans doute plus naturelle, quoi, du produit.
je pense. Si je vous donne une tomate qui vient d'une tomate grappe et une tomate traditionnelle, vous arriverez à faire la différence au goût? Ce sera peut-être difficile, oui. Pas de différence de goût ou très peu. Ici d'ailleurs, les tomates classiques et les tomates grappes sont ramassées sur les mêmes plantes en fonction du marché. Seul impératif, trouver une variété qui donne des belles grappes. Voici un exemple de grappe qui se vend bien, en forme d'arête de poisson. Et voilà le genre de grappe qui ne se vend pas. Les fruits sont un peu mal rangés sur la grappe. Et ça se vend moins bien Disons, la distribution, les consommateurs préfèrent des tomates, des grappes plutôt bien rangées, quoi. Les tomates sont devenues des produits standardisés. La forme, la couleur, la taille, tout est codifié. Chaque année, une cinquantaine de saisonniers sont engagés pour la récolte. Les premières grappes se ramassent début mars, les dernières fin octobre. Pour une rentabilité maximum, il faut passer dans une serre tous les 2 jours. On prend rouge, grosse, tout ce qui est mûr, on ramasse. Les rosiers, on les laisse. Comme cette couleur-là, on les laisse et la prochaine fois, ça sera rouge. Nous, c'est la couleur, on nous demande de ramasser rouge, on ramasse rouge. Et si ce n'est pas assez rouge, on est vite repéré, car chaque cajot est identifié par un ticket avec le numéro du ramasseur. S'il y a un problème comme ça, ils préviennent les chefs et les chefs viennent nous voir avec le numéro. À l'emballage, on trie la couleur une seconde fois et on classe les tomates par calibre. Devant chaque ouvrière, une demi-douzaine de cajots avec des tomates de taille et de couleurs différentes. Ça, c'est le 67. Il faut le mettre là. Si ça entre pas, c'est le 67. Alors ça fait que vous devez les trier dans chaque cajot? Oui. Là, on met les petits calibres avec les couleurs. Il y a le rouge, le rosé et le vert. Et là, les grands calibres avec le rosé et le rouge. Si on a travaillé ici 2 ou 3 fois, pas besoin de calibrer chaque fois. On sait que c'est le 57, le 67, en la regardant comme ça. C'est la première fois, alors on doit calibrer. On l'acquis avec l'expérience, c'est tout. Et c'est depuis Perpignan que les commerciaux du groupe vendent la production du jour. Qu'est-ce que ça donne en Belgique? Aujourd'hui, c'est 80 tonnes de tomates. Mais ils ne voient pas les produits, tout se fait par téléphone. Ce matin, ils ont fixé le prix de la tomate en vrac à 8 francs. On la retrouvera entre 10 et 15 francs sur les étalages. Ça tout à l'heure? En tomate, barquette de 1 kg, 32. Au bout du fil, un acheteur de grande surface. Aujourd'hui, le marché est calme, on ne négocie pas sur le prix, on discute juste sur les volumes. 90, ça va? Ouais, c'est bon. C'est pas la mort? C'est bon. T'as voulu que je t'en fasse un peu plus? Non, c'est bon. Attends. Non, c'est bon, tu me dis, hein. Non, c'est bon. Ouais. T'es tranquille, toi, là-dessus. Hein? y a pas de problème. Pas de problème. Non, mais bon, sinon, je vais travailler avec toi, hein. Je passe la moitié, donc toi. Les relations sont conviviales. Grâce à sa production quasi industrielle, la Soprema est devenue un interlocuteur important des grandes surfaces. Mais surtout, le gros avantage de la Soprema, c'est qu'elle peut proposer des tomates tous les mois de l'année. C'est vrai que quand on dit à un distributeur qu'on est capable de lui proposer de la tomate 12 mois sur 12, qu'on a quand même des volumes, même si c'est pas encore extraordinaire, je pense que ça l'intéresse, oui. Et en plus, on l'a à longueur d'année, alors qu'avant, on était absent pendant 4-5 mois du marché. Donc je pense que la relation est totalement différente. Des tomates 12 mois par an, c'est le grand défi relevé par ces Bretons installés dans le sud de la France. Un pari lancé il y a 10 ans et qui semblait intenable. Car même ici, en Camargue, il manque un élément essentiel pour faire de la tomate en hiver. Malgré tous les équipements qu'il y a dans cette serre, il ne manque pas grand-chose. Il manque le soleil, l'ensoleillement. En plein hiver, l'ensoleillement est tellement limite que la production est très faible. Est-ce que vous n'auriez pas moyen, puisque vous chauffez, d'éclairer aussi peut-être? Disons que ça coûterait franchement beaucoup trop cher. Ce ne serait pas rentable? Non, certainement pas. Agadir, au sud du Maroc. Puisque la France manque de soleil, les Bretons de la Soprema sont allés voir plus loin. Dans cette région désertique, il y a des serres un peu partout. La zone a été irriguée il y a 25 ans pour développer l'agriculture. Et c'est ici qu'est née Azoura, petite sœur marocaine de Soprema. 50% appartient aux Français, 50% à un partenaire précieux, Mohamed Tazi. Allez, allons-y.
Tazi est un industriel de Casablanca. Sa spécialité, c'était la sidérurgie. Pourtant, il a investi dans la tomate. Pourquoi? Parce que depuis 10 ans, il n'y a plus de monopole d'État au Maroc. L'exportation est autorisée. Vous voulez qu'on aille là, de ce côté ou dessus là? Pour Tazi, c'était donc une nouvelle source de profit potentiel. Et s'associer à des Français était pour lui une évidence. La partie française apporte une technicité que nous n'avons pas, c'est ce que je viens de vous dire, c'est certain. Apporte une logistique, une manière que nous n'avons pas, des méthodes de culture que nous n'avons pas, et puis surtout une distribution, parce que c'est ça qui est extrêmement important. Maintenant, la distribution a énormément changé. Aujourd'hui, vous avez un centralien, quelqu'un qui sort d'une très grande école, qui est devant un clavier d'ordinateur, qui vous regarde dans les yeux, il est très mignon, très gentil, puis il vous dit « Bon, moi, j'ai tant de distribution, il me faut du produit du janvier à décembre. Qu'est-ce que vous pouvez m'offrir ?» Alors, si vous dites « Voilà, moi, je suis marocain, j'ai du produit uniquement d'octobre au mois de mars, et puis après, je ne peux rien vous donner. » D'où l'intérêt pour lui de disposer du réseau commercial des Français. En échange, il apporte des terrains, sa caution auprès des banques et sa connaissance de l'administration. En 10 ans, la croissance est impressionnante, l'exploitation est passée de 10 hectares à 250. Ici, les serres coûtent 10 fois moins cher qu'en France, mais elles sont rudimentaires. Les parois sont en toile et non en verre, les tomates poussent bien dans la terre et non dans la laine de roche. Quant au chauffage, il est inutile. Pas de chauffage et donc pas de rail pour les chariots de ramassage, mais on a trouvé une autre solution pour entretenir le haut des plantes. La main-d'œuvre aussi coûte beaucoup moins cher, les ouvriers sont payés au SMIC local, soit 600 francs par mois. Le kilo de tomates produit au Maroc revient à 3 francs de moins qu'en France, mais attention, il faut rajouter le prix du transport qui va gommer près de la moitié de cet avantage. Le transport, c'est 4 jours de camion entre Agadir et Perpignan. C'est long, et pourtant, les tomates le supportent bien. Et ça, c'est grâce à Daniela, une nouvelle variété mise au point en 90 par un chercheur israélien. Pas de différence à l'œil nu, mais elle se conserve 3 semaines, 3 fois plus qu'une tomate ordinaire. L'intérêt des producteurs a été immédiat. Vous aviez fait un essai ici? Oui, on a fait un essai ici au Maroc, oui, sur quelques plantes. Et quand on a vu la performance de ces plantes, bien entendu, on a toujours été tout de suite très intéressés. C'est qu'à ce moment-là, vous avez tout changé, quoi. Vous avez... Assez rapidement, oui. Sur l'espace de 2 ou 3 ans, on a tout changé. En quelques années, les variétés longue conservation remplacent la plupart des tomates traditionnelles. Pour le Maroc, c'est une aubaine. Les exportations explosent. Certaines tomates voyagent même désormais beaucoup plus loin que la France. Cela oblige à les ramasser plus vertes. Tout l'art est donc de choisir la bonne couleur. Au point de vue coloration, ça va? Là, donc maintenant, on commence à récolter pour la Russie, donc c'est un peu plus vert. Ouais. Les gars n'ont pas beaucoup l'habitude, donc on a un peu plus de mal à se caler que quand on récolte coloration rouge, quoi. Ouais. C'est déjà beaucoup plus difficile. Oui. Ouais. Parce on leur fait la guerre pendant 8 mois pour qu'ils récoltent bien rouge. Là, on change de tout au tout. Et les conditions climatiques ont changé. Il faut s'adapter un peu. Ceci dit, il ne faut pas descendre trop vert. Oui. Absolument, parce que là vous êtes à une coloration de 3-4 par exemple. Il faudrait même descendre. Ça c'est vraiment le minimum. Là vous êtes à 5. 4-5. 4-5 à peu près. 4-5 là. C'est vraiment le minimum. Alors que pour l'Europe, vous étiez à une coloration beaucoup plus. En hiver, on était à 7-8. 7-8, pratiquement un fruit rouge. Et qui tient bien sur le parcours, c'est bien ça. Mais ces tomates marocaines font-elles concurrence à la production française? En fait, quasiment pas. Avant le 1er avril, le kilo de tomates marocaines arrive en France à 5 francs au prix de gros. La production française est alors insignifiante. Le 1er avril, les règles du jeu changent. Les tomates françaises arrivent sur le marché à environ 6 francs 50 le kilo. Du coup, pour protéger ses producteurs, l'Europe taxe les tomates marocaines, plus 2 francs 20 à la frontière. Le kilo de tomates marocaines revient alors à 7 francs 20. Elles ne sont plus compétitives. À Agadir, la saison n'est pas tout à fait terminée pour autant, puisqu'il reste encore quelques gros clients dans les pays de l'Est. Le centre de conditionnement est une petite usine. C'est d'ici que partent toutes les tomates, qu'elles aillent en France, en Russie ou en Pologne. Et la sélection est draconienne. À la différence de ce qu'on a vu en France, ici les tomates sont lavées à cause de la poussière. Un premier filtre élimine celles qui n'ont pas le bon calibre. Celles qui tombent sur ce tapis sont trop petites. Elles ne sont pas commercialisables. Les tomates qui ont passé ce premier test passent au séchoir et puis commence une seconde sélection. Cette fois, ce sont des ouvrières qui font le tri. Elles enlèvent les tomates qui ont des défauts, mais aussi celles qui sont trop rouges. Cette production est destinée à la Russie. Les tomates vont voyager 9 jours, même pour des longues conservations, c'est beaucoup.
Les trop mûres ne supporteraient pas le trajet. Tous les déchets, c'est-à-dire près d'une tomate sur 4, partent sur ce tapis roulant. Elles seront vendues en vrac 5 fois moins cher sur le marché marocain. Les tomates sélectionnées sont ensuite réparties en fonction de leur calibre et de leur couleur. Chacune a même droit à une petite étiquette, comme un produit industriel. Ces tomates sont belles, faciles à manipuler, même quand elles sont bien mûres. Elles font le bonheur des producteurs et des distributeurs. Mais ont-elles bon goût? Cette question-là passe complètement au second plan. On a assisté dans les 20 dernières années à un travail énorme qui était fait par les sélectionneurs pour améliorer la présentation, la fermeté, la conservation. Ce travail a été couronné de succès quand même, faut reconnaître largement. Mais peut-être que, comme on dit, on ne peut pas tout faire à la fois. Donc les problèmes gustatifs ont été un peu délaissé. Bon, au niveau gustatif, pour l'instant, je dirais que c'est pas la préoccupation majeure. Je crois que tout le monde y pense, mais les distributeurs n'ont pas d'exigence particulière là-dessus pour l'instant. Des variétés avec plus de goût, il en existe, mais elles ne résistent pas au transport. Les producteurs savent pourtant que c'est désormais l'enjeu majeur. Au Maroc, Azura teste chaque année une centaine de nouvelles variétés de tomates. En attendant de trouver comment améliorer le goût, on se contente de faire du marketing et on vend le fruit sous de nouvelles formes. Tomate grappe, tomate cerise, ou entre les deux, la tomate cocktail. Voici même une des dernières variétés encore à l'essai, la petite tomate en forme d'olive. Et pour nous réconcilier avec le goût, Bernard Loiseau, quel est le meilleur plat que vous sachiez faire avec une tomate? Alors je vais vous expliquer, c'est les choses simples, quoi. C'est-à-dire que maintenant, là, le mois de juillet, une tomate qu'on vient juste de ramasser, qui est gorgée de soleil, avec les peaux qui éclatent, et on va prendre tout simplement un peu de fleur de sel dessus, avec un peu de pain grillé où on aura imbibé d'huile d'olive dessus, mais c'est un vrai régal. C'est un peu comme la truffe, vous voyez. La truffe, après les fêtes, on veut toujours les consommer un peu avant les fêtes. Non, c'est à partir du 15 janvier, 15 fin janvier. Alors là, elle a toute sa plénitude, elle est superbe, on va l'escaloper. Alors il faut des tranches légèrement épaisses, pas trop fines, parce qu'il faut que ça croque sous la dent, avec un peu de pain grillé et du beurre et un peu de gros sel. Il n'y a rien de meilleur. Les choses les plus simples sont les meilleures. Alors, heureusement, il restera toujours la bonne tomate et les très bonnes truffes. Il y a aussi tous les nouveaux produits que nous ne connaissons pas encore et que nous achèterons demain dans les hypermarchés. Aujourd'hui, chaque mois, il y a 4 nouveaux produits qui sont lancés sur le marché par des industriels. Exemple, filet d'autruche, poisson haché, blé à cuire. Ces produits n'existaient pas en France il y a seulement 5 ans. Quels sont les industriels qui aujourd'hui se lancent sur ces nouveaux créneaux? Quels moyens se donnent-ils pour nous pousser à goûter des saveurs encore inconnues? Qui y aura-t-il demain dans nos assiettes? C'est un reportage de Christophe Brûlé. Heureusement, maintenant, il y a Rapide Asperge. C'était il y a 2 mois, une pub à la télé. Tout nouveau. Vous appuyez, c'est tout. Et 2 minutes après, vous passez à table. Et puis, on a découvert Fast Huître. Une campagne très surprenante. Fast Huître, c'est révolutionnaire. Vous appuyez et 2 minutes après, vous passez à table. Fast Huître, c'est la gamme. En fait, c'était une pub pour le sucre. Ces produits n'existent pas, pourtant certains y ont cru. Malgré le panneau « Êtes-vous prêt à avaler n'importe quoi ?» Oui, certains, peu, mais certains y ont cru. Comment ça s'est manifesté? Par des demandes qui se sont faites, des recherches qui se sont faites dans les grandes surfaces. Où est-ce qu'on peut trouver Fast Huître? Où est-ce qu'on peut trouver Rapide Asperge? Bon, heureusement, on ne peut trouver ni Fast Huître ni Rapide Asperge nulle part, et j'espère qu'on les trouvera nulle part jamais. Jamais, pas si sûr. Nous sommes à Cologne, en Allemagne, pour le plus grand rassemblement mondial des industriels de l'alimentation. Sur ce salon, on trouve toutes sortes de produits alimentaires, des spécialités locales aux nouveautés les plus étonnantes. Les Australiens viennent vendre leurs cuisses de crocodile et leurs steaks de kangourou. Un peu plus loin, les Allemands proposent leur confiture de poil à gratter ou leur chocolat au cannabis. En fait, ce n'est que du chanvre. Une accréditation presse au revers de sa veste, pourtant cet homme n'est pas journaliste. C'est une couverture. Il travaille pour les industriels français de l'alimentaire. Il vient repérer les nouveaux produits qui se retrouveront peut-être demain dans nos assiettes. On va aller par là. Je sens qu'il y a quelque chose. Je dirais qu'il ne faut surtout pas trop se fixer un objectif précis, c'est-à-dire qu'il faut laisser son œil traîner, parce que c'est aussi au détour d'un petit stand qui ne paye pas de mine qu'on va trouver la PME finlandaise ou norvégienne qui propose quelque chose d'intéressant. Ok, thank you. Jean-Marc Lévy commence par les boissons.
À chaque fois, il goûte et il emporte un échantillon. Il goûte tout sans vraiment savoir ce qu'il y a dedans. Peu importe, il l'analysera plus tard. Ici, un energy drink brésilien, là, une limonade allemande aux plantes. Et ça, c'est tchèque et c'est vraiment spécial. Alors ça c'est pas censé être bon et d'ailleurs c'est vraiment franchement mauvais. C'est une boisson pour éviter la gueule de bois. Alors, is it to drink before or after? After, ok, c'est pour boire après l'alcool. Là aussi, il emporte quelques échantillons, ça pourrait intéresser ses clients. Bye. Allez, on y va. Mais les 6000 exposants de ce salon ne proposent pas que des produits anecdotiques. Exemple, ce stand, c'est celui d'une coopérative française. Ce que semble apprécier cette visiteuse, c'est du blé dur en salade. A priori, rien de nouveau, et pourtant, ce blé-là est révolutionnaire. Essayez de faire cuire du blé dur dans une casserole. Vous allez attendre des heures. Et encore, vous aurez le son, vous aurez quelque chose de... Là, on a un process qui permet une cuisson du blé très rapidement, comme aussi vite que le riz et les pâtes, quoi. Aussi vite que le riz et les pâtes, c'est-à-dire en 10 minutes. Pour du blé dur, c'était jusqu'à présent impossible. Le procédé de fabrication a nécessité 3 ans de recherche en collaboration avec l'INRA. Et c'est cet homme, Alain Bourgezeau, aujourd'hui PDG, qui a suivi le développement jour après jour. Un investissement de départ considérable pour un pari risqué. Mais écoutez, au départ, il fallait y croire, puisqu'avant d'avoir commercialisé le premier gramme de produit, on avait investi pratiquement 80 millions de francs en recherche et développement, en construction d'une usine, et puis en dépôt de brevets de marques de toutes sortes. Aujourd'hui, Ebly attire des acheteurs du monde entier. Eux, ce sont des Japonais. Ils représentent une chaîne de supermarchés. C'est très facile à cuisiner, c'est comme le riz ou les pâtes. Ebly veut concurrencer le riz en Asie. Et du riz, un Japonais en consomme 120 kilos par an. L'avantage du produit, c'est que vous pouvez l'adapter à toutes les cuisines du monde. Avec cet argument, Ebly rêve de prendre 2% du marché japonais. Et pour vous, 2% du marché japonais, ça peut représenter quoi? Ça vous fait rêver? Complètement, je veux dire, c'est la moitié de la capacité de l'usine qui fait aujourd'hui 10 000 tonnes. En France, le succès est en marche. Inconnu il y a 3 ans, le produit est aujourd'hui dans tous les supermarchés français au prix d'un riz haut de gamme. Dans tous les rayons pourtant, les nouveautés ont du mal à faire carrière. Rien qu'au rayon frais, le consommateur a le choix entre 400 desserts différents. Il sort une dizaine de nouveautés tous les trimestres. Et dans tous les rayons, les industriels de l'alimentation cherchent la bonne idée. Y a-t-il un avenir pour les panini surgelés, les saucisses de volaille, les frites de poulet panées ou le fromage à manger comme une banane? Lesquels vont réussir à s'imposer? Serge Michel s'en a une petite idée. Il est consultant pour les industriels de l'agroalimentaire. Les produits qui ont vraiment marché ces 10 dernières années, il les connaît. Il y a quelques années, les céréales, c'était uniquement du porridge ou du cornflakes. Et aujourd'hui, on a 10 mètres de linéaire de céréales. En viande rouge, la nouveauté, c'est cette viande. Elle est emballée, on ne la voit pas. Personne ne pensait que ça marcherait. Et pourtant, c'est un succès. On trouve aujourd'hui tout en produits frais, des compotes, de la confiture. Mais surtout, le grand succès du moment, ce sont les jus de fruits frais. Autre tendance qui marche, les aliments santé, lancés par les yaourts au bifidus. On trouve aujourd'hui des yaourts aux oligo-éléments et même des yaourts au goût de tisane, censés faire dormir. Le principe, c'est d'enrichir le produit avec des ingrédients ayant un effet bénéfique sur la santé du consommateur, mais dont l'efficacité n'est pas toujours prouvée. Calcium, protéines et vitamines de toutes sortes, les fabricants vous promettent même des résultats sur votre apparence physique. Éclat de la peau et des cheveux pour ce yaourt à boire. Et pour ceux qui n'aiment pas le yaourt, il y a aussi du jus de fruits. On vous promet un joli teint pêche-abricot, de la mémoire, de la vivacité intellectuelle. Le consommateur est demandeur. Mais ça répond à la demande des Français. Aujourd'hui, 77% des Français sont prêts à payer plus cher pour avoir des produits qui améliorent leur santé. Des consommateurs prêts à payer plus cher aussi pour plus de rapidité et moins de corvée cuisine. C'est pour cela que les salades en sachet ont bien marché. Aujourd'hui, dans le même rayon, juste à côté, des purées et des soupes fraîches les ont rejointes. Toujours plus pratique, voilà qu'arrive une nouvelle manière de consommer du poisson frais. Richard Le Courtois installe lui-même le produit qu'il vient de mettre au point. C'est du poisson en steak haché. Il est parti d'un simple constat. Aujourd'hui, le consommateur, le poisson, qu'est-ce qui l'embête dans du poisson? 1, la peau. 2, les arêtes. 3, comment le cuisiner.
Le steak haché de poisson, justement, c'est sans peau, sans arête et prêt en 3 minutes. Et pour travailler le poisson frais, il vaut mieux se trouver près des principaux ports de pêche. Richard Le Courtois s'est installé dans le département de la Manche, sur la commune de Saint-Lô, dans ses bâtiments très futuristes. 13h, pause déjeuner. C'est le PDG qui fait la cuisine. Au menu, du steak haché de poisson, à la poêle ou au micro-ondes. Et 3 minutes. Il n'y a pas de géant de l'alimentaire derrière Richard Le Courtois. Il n'emploie que 3 personnes. Voilà. Et pour lancer son steak haché, il ne s'est versé aucun salaire pendant 6 mois. Ça aurait été très bien. Et avec la sauce, c'est meilleur. Voici l'atelier de fabrication. À l'intérieur, tenue quasi chirurgicale et température hivernale, jamais plus de 2 degrés. Car le poisson est un produit fragile, il arrive dans l'entreprise sous forme de filet. Il n'y a plus qu'à le mettre dans le hachoir pour en sortir du steak haché. Ces produits sont fabriqués pour l'instant en petite quantité, juste pour tester le marché. Mais rien que pour cela, il a déjà fallu investir 2 millions de francs. Nous sommes en test dans plusieurs chaînes et aujourd'hui, bien sûr, il va falloir demain rentrer dans une phase semi-industrielle pour pouvoir rentabiliser cet investissement. 2 millions de francs juste pour commencer et faire des tests et voir si ça peut marcher. Voilà, pour mettre le produit au point tel qu'on le présente aujourd'hui et passer à une phase industrielle. Monsieur Le Courtois espère bientôt récupérer sa mise. Dès le mois de janvier, il pourra produire jusqu'à 3 tonnes de steak haché de poisson par jour. Son principal concurrent, le steak haché de viande. Donc là, on a à peu près un écart de 10 francs, 12 francs du kilo, je pense, avec le steak haché de 5%. En plus ou en moins? En plus. En plus, vous êtes 10 francs plus cher au kilo que le steak haché de viande. Ça va partir ce soir pour être en magasin demain. Ça, c'est la dernière idée de Monsieur Le Courtois. Fabriquer des merguez 100% poisson. Elles sont déjà en test dans quelques supermarchés. Convaincre le consommateur, c'est tout l'enjeu d'un nouveau produit. Madame, vous allez goûter de la viande d'autruche. Monsieur, vous allez goûter du fumet d'autruche. Faire goûter de l'autruche fumée à 4h de l'après-midi, ce n'est pas évident. C'est le sacerdoce de Nathalie Richard, commerciale et animatrice pour la société France Autruche. Juste à côté de la viande de bœuf, dans un coin du rayon, voici sa marchandise qui parfois étonne certains clients. Madame, les autruches, pauvres bêtes. C'est vrai. Ces pauvres autruches, elles sont mignonnes. C'est normal, c'est le côté affectif. Parce qu'on n'est pas encore habitué, c'est pas entré dans nos mœurs de consommation. Bon, on n'est pas habitué du voilà, tout. c'est pour ça. Mais je pense que vous en... Est-ce que vous aimeriez goûter là quand même? Ou vraiment ça vous... Oui, mais... Alors, vous allez goûter, justement, ça va être intéressant. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, est-ce que vous trouvez ça plus dégoûtant que ce que vous avez l'habitude de manger habituellement? Non. Donc ça y est, vous êtes une convertie à la viande d'autruche, madame. Converti, pas tout à fait. Il lui faudra encore 10 minutes de discussion pour convaincre cette cliente d'acheter un rôti d'autruche à 180 francs le kilo. En une journée, Nathalie Richard a vendu 17 kilos d'autruche, la quantité écoulée d'habitude par cet hypermarché en une semaine. Le baratinage qu'il faut faire, tout ça pour vendre un rôti. Non mais c'est vrai, sérieux. Hein, il faut argumenter, il faut insister pour faire retourner la situation et faire dire à la personne que finalement elle peut en manger, qu'elle tombera pas malade et que c'est pas martyriser les animaux, il faut bien qu'on se nourrisse. Et pourquoi c'est si difficile? Parce qu'il faut casser le tabou. Cette viande tabou, elle est en train de naître sous vos yeux. L'autruche, c'est une volaille à chair rouge. Et dès sa naissance, on lui injecte une puce électronique sous la peau, à la base de la tête. Cela permettra de l'identifier jusqu'à son abattage, un an plus tard. Nous sommes dans la campagne bretonne, aux environs de Châteaubriand, territoire de la vache laitière, et depuis peu, de l'autruche. Jean-Michel Visset a 26 ans, il est éleveur d'autruche depuis 2 ans. Sur ses terres, 400 bêtes qu'il est chargé de nourrir et de faire grandir. Au début, éleveur d'autruche au cœur de la Bretagne, ça a surpris ses collègues agriculteurs. Au début, on en regardait un petit peu, pas comme des fous, mais un peu des gens hors du commun. Démarrer dans de l'autruche, bon, c'était un peu... C'était un pari, il fallait quand même l'oser le pari, il fallait quand même oser se lancer là-dedans. Et aujourd'hui, ça tient quand même la route et on gagne quand même relativement bien notre vie. Environ 10 000 francs bruts par mois, c'est ce que gagne Jean-Michel Visset après 2 ans d'exploitation.
C'est mieux que s'il élevait des vaches, car là où il faut 2 ans avant de pouvoir amener un bœuf à l'abattoir, 12 mois suffisent pour une autruche. À cet âge-là, telles qu'elles sont là, c'est des bêtes qui peuvent être abattues. Donc on va bientôt retrouver sur les tables de Noël, par exemple. Voilà. Seulement voilà, avant qu'une autruche ne se retrouve dans votre assiette, il faut d'abord l'attraper. Voilà, donc un de chaque côté. Voilà. Ça se bien. C'est quoi, c'est pas évident d'être éleveur d'autruche, voilà. Oh, ça se fait, ça s'apprend. Comme tous les métiers, c'est pas plus facile d'élever du porc, je pense. C'est vrai, c'est quand même mieux des poulets, non? C'est assez sportif. Bah, c'est un peu moins lourd, le poulet. Ça pèse combien, ça? Une autruche pèse en moyenne 110 kg. On mange combien là-dessus? Une cuisse représente environ 22 kg de viande. Donc la cuisse, c'est ça, alors? Voilà, c'est tout ce qu'il y a là, et tout ce qui remonte au-dessus, là. À ce niveau-là. Voici le siège de France Autruche à Châteaubriand. 24 heures après l'abattage, c'est ici qu'a lieu la découpe. Ce matin, on s'attaque à une centaine de cuisses. L'autruche, ça se travaille comme n'importe quelle viande de boucherie. Quel est le morceau qui coûte le plus cher? Le morceau le plus cher, c'est le filet. C'est ce morceau-là, celui-là. C'est ça qui sert à faire des médaillons ou des tournedos. Le filet d'autruche, c'est 200 francs le kilo, soit presque 2 fois plus cher que le filet de bœuf, mais aussi 2 fois plus tendre. Avec l'autruche, on fait aussi du rôti, de la viande à brochette ou du pavé. Vendre de l'autruche, c'est autorisé en France depuis 1993. La première année, la société en a vendu 63 tonnes. 4 ans après, c'est 6 fois plus. Une activité qui a nécessité d'importants investissements. Du coup, les bénéfices, c'est pour l'année prochaine, si tout va bien. Voilà. L'autruche viande de demain, Alain Sauvager, le PDG, y croit. Son modèle, c'est la dinde, qu'on ne trouvait pas dans les supermarchés français il y a 40 ans. La dinde, elle, a été vraiment développée il y a une quarantaine d'années, donc ça vient du Mexique à l'origine. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, c'est des nouvelles viandes qu'on n'aurait pas cru. Donc c'est vrai que l'autruche, à la fois, rentre dans la carte viande exotique, hein, je dirais, comme on peut voir aujourd'hui du kangourou, enfin, je dirais peut-être demain du crocodile, du bison, des viandes complètement nouvelles. Mais à la fois, avec, à mon avis, cet avantage, c'est qu'on peut la produire de façon rentable en France. Rentable parce qu'une autruche donne naissance à une vingtaine d'autruchons dans l'année, alors qu'une vache, c'est seulement un veau par an. Une raison de plus pour penser que cet animal-là a de fortes chances d'être de plus en plus présent dans notre assiette. Vous avez déjà goûté la viande d'autruche, Bernard Loiseau? Oui, bien sûr, je l'ai C'est goûté bon? il y a au moins 2-3 ans déjà, au début, tous ces bon débuts. Oui, c'est un peu le goût de faisandé, oui, c'est original. Le steak haché de poisson, vous y croyez? Ah, ça, c'est une bonne idée, par contre. Ça m'a beaucoup plu, vous voyez, parce que c'est vrai que les gens aiment pas la peau, les arêtes, tout. Et ça donc, va marcher. Peut-être, je lui souhaite. Qu'est-ce qui, d'après vous, dans les mois qui viennent, les années qui viennent, se développera le plus vite dans les rayons d'hypermarché? Ah, les rayons frais. Ce qui est en rayon frais, parce que je le vois d'ailleurs, même les gens avec qui je travaille, et puis là, j'espère bientôt signer un contrat avec des plats cuisinés sous vide en rayon frais, et justement, ça se développe. Les mayonnaises aussi qu'on va faire en rayon frais. Un contrat, les plats cuisinés sous vide, Bernard Loiseau. Voilà, c'est ça, avec mon nom, Bernard Loiseau, avec des plats que j'aurais fait à Saulieu, que je vais donner à l'industriel, et on va essayer d'approcher au mieux mon goût. Ça sera à 70%. De toute façon, ça sera jamais ce qui a servi dans l'assiette de la Côte d'Or. Oui, c'est fait de manière industrielle ensuite, donc c'est pas... Mais on s'en rapproche. Voilà. Combien vous rapportent ces contrats chaque année? Alors, un peu plus de 3 millions de francs par an. C'est-à-dire à peu près 250 000, 300 000 francs par mois, à peu près. Oui, voilà. Si je rapporte Oui, d'accord. Oui. Combien aujourd'hui vaut votre groupe? Parce que vous êtes en train de construire un groupe. Alors, il y a ces contrats, il y a évidemment le bijou qui est le restaurant, la Côte d'Or, à Saulieu, et puis un autre restaurant que vous venez de racheter à Paris, Tante Louise, voilà. qui va ouvrir bientôt. Combien ça vaut tout ça aujourd'hui? Alors, donc concrètement, quand Tante Louise aura exercé, quand même, vous me laissez exercer, on sera aux alentours de 50 millions de francs. Et donc, de valeur ou d'activité, de chiffre d'affaires? Non, de chiffre d'affaires. D'accord. On sera aux alentours de 50 millions de francs. Donc, on a fait, vous voyez, tout un ensemble, un genre d'holding, c'est des bilans consolidés. Et donc, un de mes rêves aussi, c'était, si c'était possible, c'était de pouvoir rentrer en bourse. Alors, on a déposé des dossiers et on attend la réponse début septembre. Et puis, je souhaite que ces grands ponts de la bourse m'acceptent. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que vous voulez rentrer en bourse? Eh bien, je vous expliquer, parce que grâce à la bourse, si vous préférez, je vais pouvoir avancer, ça va me mettre une fusée, quoi. C'est-à-dire que je vais pouvoir embaucher, je vais pouvoir investir, Vous je pouvez vais embaucher pouvoir faire aujourd'hui progresser aussi. mes affaires. Vous pouvez embaucher aussi aujourd'hui. Pourquoi? Je comprends pas. Qu'est-ce que Mais avec va ça, parce que je vais pouvoir me développer. Ça s'appelle le développement pour moi d'entrer en bourse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont prendre des parts à ce moment-là?
de capital de votre groupe et qui vont pouvoir mettre de l'argent pour le développer encore. Voilà, et moi, je suis fier de mes actionnaires comme je serais fier de mes clients. Donc, automatiquement, je peux vous dire une chose, c'est que j'ai déjà eu une carotte au bout avec ma 3e étoile pendant 20 ans. Maintenant, mon objectif, c'est d'y faire briller, c'est que l'action prenne de la valeur, qu'elle augmente. Mais moi, Bernard Loiseau, je serai toujours l'artisan, avec ma veste blanche, à la Côte d'Or à Saulieu. On veut voir Bernard Loiseau, on va à Saulieu. On veut l'appeler au téléphone, il est à Saulieu. Mais tout le reste, je suis un homme moderne, je travaille avec mon temps, il y aura des ramifications. Et elles seront faites par quoi? Par mes élèves, que j'ai formés. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis un peu comme Ferrari, quoi. J'ai des élèves fantastiques qui n'ont peut-être pas les moyens de s'installer et que je vais faire connaître, que je vais lancer. Arnaud Magnier, qui est un ancien de chez moi, va être à la tête de Tante Louise. Vous voyez, je veux faire passer un message pour tous les gens qui sont autour de moi. Le jour où vous serez en bourse, si vous êtes en bourse demain, votre groupe aura une certaine valeur. Aujourd'hui, vous possédez la totalité, 100%. Voilà, je suis absolument majoritaire de tout, oui. Et même le seul actionnaire, même 100%. Oui, voilà. Vous avez une idée de ce que cela vaut, la valeur, ce que ça représente, si demain vous le vendez? Actuellement, comme ça, sans rentrer en bourse? Ouais. Comme ça, combien que ça vaut? Ouais. Bon, j'en sais rien, ça vaut entre 80 et 100 millions de francs. Oui, c'est ça, parce que dès l'instant où ça va rentrer en bourse, ça aura une valeur. Vous pourrez, à ce moment-là, ça pourra se monnayer. Voilà. Éventuellement, vous pourrez vendre ensuite. Vous excluez cette hypothèse? Alors, oui, pour l'instant, il n'est pas question de parler de vendre. Mais si vous préférez, j'aurai un poids beaucoup moins lourd pour moi. Et puis, c'est tellement intéressant, si vous préférez, de pousser sans arrêt en avant. Et puis, les gens, ils auront des actions, ils viendront manger chez Bernard Loiseau, ils seront fiers d'être là avec Bernard Loiseau. Et moi, je serai fier d'eux et je vais les défendre, je vais pulser cette action au maximum, quoi. Merci d'avoir été avec nous. Et vous seriez, à ce moment-là, le premier cuisinier, entre guillemets, exact, 3 étoiles. Et à être coté, à avoir une valeur avec une action. Il n'y a pas un risque, c'est que à ce moment-là, la rentabilité soit vraiment la première des préoccupations et que vous reniez un petit peu sur les achats, sur la carte, sur tout ça. C'est pas le risque. Non, ça, c'est pas possible, puisque je vous l'ai dit, Saulieu, c'est l'image de marque. Il y a toujours au bout de cette 3e étoile au guide Michelin et de toutes ces notes dans les guides. Ouais. Et il n'est pas question qu'une seule seconde je la perde, parce que là, à partir de là, tout s'écroulerait. Voilà. Après, tout le reste s'écroulera. Et pour ceux qui achètent, c'est une action risquée à ce moment-là. Ah non, mais moi, de toute façon, je vais vous expliquer. Le risque, c'est que je meurs, c'est ça que vous voulez dire? Non, c'est que si vous la perdez. Ah bah oui, mais là... non, ça serait un risque important. Non, mais là, si vous préférez, il y a automatiquement la suite, si vous préférez. C'est qu'on va se rebattre pour la récupérer, la 3e étoile. Et puis, à mon avis, elle n'est encore pas perdue. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Très bon été à vous. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, puisque cet été, nous serons là tous les dimanches soirs à 20h50 pour vous permettre de voir ou de revoir les reportages marquants diffusés cette année. Et dimanche prochain, nous recevrons Olivier de Kersauzon, une émission consacrée aux fortunes du tourisme. À dimanche, très bonne fin de soirée sur M6. Bonsoir et merci. Avec Capital, SFR couvre le monde de l'économie. SFR, le monde sans fil est à vous. Fidèle à ses habitudes, Culture Pub s'est rendu au Festival du film publicitaire de Cannes pour nous ramener des pubs des 4 coins du monde. L'équipe de Culture Pub a sélectionné spécialement pour nous les publicités les plus drôles, les plus inattendues, mais aussi les plus surprenantes. Culture Pub, spécial Festival du film publicitaire de Cannes, c'est maintenant sur M6. M6 a la joie de vous annoncer que tôt ce matin, un coq en short tricolore a été pris en flagrant délit de picorer ses programmes. M6, c'est 0%. Avec Kodak Évasion, gagnez un voyage par semaine et obtenez jusqu'à 60% sur des vols British Airways. Kodak Évasion, c'est 100% de gagnant. Dans mon restaurant, tout doit être parfait. Alors, pour une vaisselle éclatante, j'utilise un produit professionnel. Mais chez moi, j'obtenais rarement un résultat irréprochable, surtout sur un plat aussi attaché. Aujourd'hui, il y a le nouveau Somat Pro, un produit vraiment efficace. Somat Pro avec agent désincrustant. Là où certaines doses échouent, le nouveau Somat Pro désincruste et élimine les traces les plus tenaces. Vous voyez ? C'est parfait. Et mon Somat, je suis pas prêt d'en changer. Nouveau Somat Pro pour un résultat professionnel à la maison.
octobre de 1876 que M. Kellogg créa sa fameuse recette extra. Un délicieux gâteau de céréales cuit au four qui n'aurait jamais connu telle renommée sans sa touche finale. Extra. Le gâteau de céréales qui n'est jamais arrivé entier. Kellogg's Extra, le chef-d'œuvre gourmand. Souvenez-vous de votre enfance. Un bobo, c'était du mercurochrome. Aujourd'hui, avec les pansements mercurochrome, faites-lui toujours confiance. Mercurochrome, le pansement des héros. Le plus grand danger pour vos dents, ce sont les bactéries qui attaquent partout, même sous la gencive. Maintenant, voici le plus grand danger pour ces bactéries. Colgate Total. Le progrès, c'est de protéger même sous la gencive. Je voudrais pas vous presser, mais là, ça se bouscule pour entrer dans notre capitale. Je vous rappelle tout de même que nous avons doublé notre chiffre d'affaires en 2 ans. Et vous avez aussi doublé vos pertes. Qui vous a dit ça? Quelqu'un de très bien renseigné. Ah, vous aussi vous connaissez... Eurydice. Eh oui. 3617 Eurydice, le registre national du commerce. Quand votre voiture est mal entretenue, c'est votre capital qui tombe en pièces. Cet été, Feu Vert met les prix en pièces avec 20 opérations à moins 25% sur l'entretien et l'équipement dans plus de 175 centres en France. Feu Vert, longue vie à votre auto. RTL2 présente Cinéculte chez votre marchand de journaux avec la vidéo de Rock, un film captivant inédit à la télévision. Sean Connery et Nicolas Cage à l'assaut d'Alcatraz pour une mission explosive. Une distribution béton pour un film culte. Feu. Cinéculte, la collection de références avec Rock, la vidéo et son livret pour 79 francs seulement. Bienvenue à Alcatraz. Ma come faccio a fare il sugo? Découvrez les nouvelles sauces Barilla. Tous les ingrédients sont cuisinés séparément pour garder leur vraie saveur. Maintenant, une seule casserole suffit pour déguster une grande sauce. Et ça, les connaisseurs l'ont bien compris. Nouvelle sauce Barilla. Chaque ingrédient a son mot à dire. Là, ça fait une semaine que j'utilise le produit Dove, surtout sur le visage. On a l'impression qu'on se lave dans du lait. Composé d'un quart de crème hydratante et d'agent lavant neutre, Dove ne dessèche pas votre peau comme un savon ordinaire. Je sens que ma peau est bien hydratée. Je crois que le mot exact, c'est soyeux. Velouté, oui, velouté. Janet Jackson. Après Got Till It's Gone et Together Again, découvrez Go Deep, le nouveau CD 2 titres de Janet Jackson. Avec The Velvet Rope, offrez-vous le plus bel album de l'année. Claudia Schiffer va vous démontrer la différence entre faire la publicité d'une voiture et avoir confiance en une voiture. Et pour le lancement de l'année modèle 99, offre exceptionnelle de 10 000 francs. Citroën Xara, vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Mais qu'est-ce que vous faites, les enfants? Bravo, moi aussi je pars en croisade. Pour la propreté, parce qu'ici, pas d'hygiène à moitié. Tiens, donne. La croix WC gèle avec Javel. En un geste, il nettoie à fond et désinfecte totalement. La croix gèle WC et son nouveau blog fraîcheur eucalyptus. Dans les WC, pas d'hygiène à moitié. Rien ne remplace la croix. Et pouf. Partez en vacances. Partez où vous voulez. Bouygues Télécom couvre déjà les principales stations de montagne, 5200 km. Je ne vois pas comment on pourrait faire mieux. Je prends vraiment mon pied à chaque fois.